Bonjour à toutes et à tous. Comme dans toutes les professions, les agents publics, c'est-à-dire les agents fonctionnaires et contractuels des administrations publiques, disposent d'un certain nombre de droits et sont régis par un certain nombre d'obligations dont un grand nombre sont identiques à tous les salariés du privé, quand d'autres sont légèrement ou plus franchement adaptés afin de prendre en considération les spécificités liées à la gestion d'un service public. Et vous savez quoi? On a de la chance puisque depuis 2022, l'ensemble de ces droits et obligations sont réunis au sein d'un même code, l'unique, le seul, j'ai nommé le Code général de la fonction publique. Et je vous propose de passer l'ensemble de ces droits et obligations en revue de manière un peu originale grâce à un certain nombre de mini-classements maison dont vous me direz des nouvelles. Vous voulez connaître les droits les plus utiles vus par les fonctionnaires, les obligations les plus nobles, les droits avec la plus grande profondeur historique ou les obligations les plus cinématographiques? Alors cette vidéo est faite pour vous. Bienvenue sur La Territo, la chaîne qui vous fait prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales. Devenue incontournable dans la préparation des concours, tout comme dans la vie quotidienne des agents, les fameux droits et obligations des fonctionnaires sont désormais écrits noir sur blanc au sein d'un même document, le fameux Code général de la fonction publique. Mais ce n'est pas tout de les repérer, l'enjeu est peut-être davantage de les mettre en perspective, et même peut-être de trouver une manière facile de les apprendre. Et je vous proposerai même deux petits moyens mémotechniques en fin de vidéo, pour ne plus jamais les oublier. Mais avant ça, on les passe en revue, en commençant par les droits des agents publics. Et je commence mon tout premier classement avec ce que j'ai appelé les droits les plus communs, à savoir la liberté d'opinion, le droit syndical ou le droit à la participation. La liberté d'opinion reste un principe reconnu de longue date, en particulier par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à tous les citoyens, et donc en particulier aux agents publics. C'est d'ailleurs un principe qui n'est pas vraiment polémique en soi, puisqu'il rappelle simplement que les agents publics peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Là où l'affaire devient un peu plus complexe, c'est quand on passe de la liberté d'opinion à la liberté d'expression, que l'on va relier dans un premier temps au principe d'égalité de traitement devant les services publics. Pour le dire autrement, on préfère que l'agent soit très lisse. Attention, je ne dis pas qu'il n'a pas de personnalité, mais simplement qu'il ne doit pas exprimer aucune opinion politique ou croyance religieuse devant l'usager, pour la simple et bonne raison que le service public, lui aussi, est parfaitement neutre, et ne peut pas de ce fait créer aucune discrimination pour des raisons idéologiques. La liberté d'expression doit donc s'équilibrer en particulier avec le principe de neutralité, qui veut qu'un agent public ne doit pas exprimer ses convictions religieuses ou politiques, ni porter des signes religieux, comme un t-shirt de Bouddha, une croix, une kippa ou un voile dans le cadre de son service. Cette liberté d'expression est également fortement concurrencée par le devoir de réserve, que nous verrons un peu plus tard, et qui veut que tout agent public doit faire preuve de réserve lorsqu'il s'exprime notamment sur son administration. Deuxième droit du classement, le droit syndical garantit aux agents publics la possibilité de créer librement des organisations syndicales, d'y adhérer et d'y exercer un mandat. Si cette liberté a été édictée en grande pompe par la salariée privée par la loi de 1884, les différents gouvernements successifs et la doctrine ont longtemps jugé ce principe incompatible avec le principe d'obéissance hiérarchique en lien avec les grands principes du service public. Comprenez par là que la liberté syndicale serait nécessairement révolutionnaire et mettrait un bazar dingue dans l'organisation des services. Il a donc fallu attendre le statut de la fonction publique de 1982 pour que ce principe soit enfin reconnu, bien que justement mis en balance avec les principes d'obéissance hiérarchique et de continuité du service public. À partir du moment où vous reconnaissez un droit syndical, le corollaire est bien évidemment le principe de participation. En deux mots, le principe de participation signifie que chaque travailleur a le droit de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion de l'entreprise. Et si la liberté de participation a été un long combat pour les travailleurs français qui relèvent du privé, le combat a été bien plus long encore dans le secteur public, et en particulier pour les fonctionnaires d'État, puisque même Maurice Thorez, ministre communiste, qui a établi les bases du statut de la fonction publique après la Seconde Guerre mondiale, cherchait déjà à rassurer en affirmant à tout le monde que la participation avait été organisée, je cite, « selon une forme compatible avec le souci de sauvegarder le pouvoir de décision des autorités responsables ». On voit donc bien l'équilibre historique qu'il a fallu trouver entre ce droit et
l'obligation d'obéissance qui s'applique à tous les fonctionnaires. Et il ne vous aura pas échappé que dans la vie concrète des agents, et contrairement au privé, le droit de la fonction publique n'est pas régi par des conventions collectives, mais par un droit édicté par le haut, en l'occurrence par l'État, après avis des différents représentants syndicaux au sein de ce qu'on appelle les conseils supérieurs de la fonction publique. Je vous propose de continuer notre tour des droits des agents publics au travers d'un deuxième classement, mon préféré, à savoir les droits avec la plus grande profondeur historique. Et peut-être le plus structurant d'entre eux, je vous demande un triomphe pour un droit qui apparaît en grande pompe dès 1789, à savoir le droit à la non-discrimination. Alors vous allez me dire, oui mais bon d'accord, c'est un principe général, la non-discrimination, avec en particulier la non-discrimination devant la loi ou devant la justice de tous les citoyens. Et oui, mais là ça va quand même beaucoup plus loin, puisque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est beaucoup plus explicite en précisant que tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Ainsi, le principe d'égal accès à la fonction publique, qui justifie en partie la présence d'un recrutement par concours, est en soi un principe de non-discrimination des candidats, et ce principe va accompagner l'agent tout au long de sa vie, dans sa rémunération, dans ses avancements de carrière, ou encore dans l'acquisition de ses droits à la retraite. Mais c'est également un droit qu'il va devoir appliquer lui-même en retour aux usagers, via un principe de non-discrimination des usagers du service public. En deuxième position, je vous propose le droit à l'information, c'est-à-dire le droit pour tous les agents à accéder à son dossier professionnel, regroupant l'ensemble des informations en la possession de son employeur, et c'est un droit qui est loin d'être anodin. Il tire même son origine dans un scandale qui a secoué la Troisième République entre 1901 et 1904. Appelé l'affaire des fiches, ce scandale qui a éclaté en 1904 provient d'une pratique tout à fait sympathique développée par le ministre de la Guerre de l'époque, visant à établir des fiches regroupant des informations personnelles, religieuses et politiques en particulier, sur ses principaux officiers, afin de favoriser la carrière militaire des officiers jugés républicains, et à l'inverse de bloquer celle des officiers catholiques ou nationalistes jugés anti-républicains. Il faut noter qu'on est dans cette période particulièrement tendue, sur fond d'affaires Dreyfus, et de séparation des églises et de l'État. Sans aller jusqu'à ces extrémités, ce droit reste encore aujourd'hui essentiel pour les agents, notamment dans un contexte disciplinaire ou précontentieux, et fait écho à de nouvelles obligations européennes de protection des données à caractère personnel. J'en profite au passage pour rajouter un petit nouveau, un droit procédural qui devrait finir par être inscrit parmi les droits obligations des agents publics, car désormais à rang constitutionnel, à savoir le droit de se taire. Oui, alors non, c'est pas juste une excuse pour des agents trop bavards ou peu pertinents. On parle bien ici du fait que, comme dans les films, on devrait pouvoir dire à un agent qui fait l'objet d'une procédure pénale ou disciplinaire qu'il a le droit de se taire ou de faire appel à son avocat. Et oui, les droits et obligations des agents publics, c'est comme une omelette mal conservée depuis un an, ça continue de bouger. Dernier droit historique qui n'était pas franchement gagné d'avance, le droit de grève. La grève étant une cessation collective, concertée et totale du travail en vue de présenter à l'employeur des revendications professionnelles, il semble en opposition assez directe avec les principes de continuité et d'obéissance hiérarchique à nouveau, et il a de ce fait longtemps été interdit par principe. Néanmoins, avec l'inscription du droit de grève au plus haut niveau de la hiérarchie des normes dans le préambule de la Constitution de 1946, cette situation va devenir intenable après-guerre, et elle n'a d'ailleurs pas tenu très longtemps. Ainsi, alors même qu'aucun texte juridique spécifique ne vient reconnaître aux fonctionnaires le droit de grève, le Conseil d'État va reconnaître dans une jurisprudence de 1950 que les agents bénéficient comme tout le monde d'un droit de grève, tout en considérant qu'il doit rester très encadré, de manière à, je cite, opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève constitue une modalité, et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. Ce droit de grève existe donc bien et, qu'on se le dise, il concerne sans trop d'exception la grande majorité des agents publics. Néanmoins, et parce qu'on parle quand même d'agents en charge de services publics importants, il existe quelques grandes exceptions, et je vais en citer trois principales. Première exception importante, certains agents ne disposent toujours pas d'un droit de grève. C'est le cas de la police nationale, des CRS, des magistrats judiciaires, des militaires ou encore des personnels de transmission du ministère de l'Intérieur. Deuxième situation un peu plus souple, dans un certain nombre de cas, un service minimum doit être garanti. Par exemple, en ce qui concerne l'accueil des enfants en école maternelle ou élémentaire, ou encore tout un tas de métiers dans la fonction publique hospitalière, pour ne prendre que ces exemples. Sur ces deux premiers grands cas de figure, on cite donc bien explicitement certains services publics qui connaissent des contraintes assez strictes. Le dernier cas de figure, qui repose davantage sur des circonstances exceptionnelles, reste la possibilité pour les employeurs publics de réquisitionner ces agents en situation d'urgence afin d'opérer certaines missions déterminées. Oui, alors c'est bien pratique, mais il faut pas non plus trop en abuser. Avant-dernier classement un peu plus sérieux des droits des agents publics, j'ai nommé les droits les plus utiles aux agents publics dans l'exercice de leur mission. Et je commence par la protection fonctionnelle.
Pas toujours bien connu des agents publics eux-mêmes, la protection fonctionnelle vise pourtant directement à les protéger de toute forme d'agression physique ou verbale. Ce qu'il faut voir, c'est que les droits et obligations des fonctionnaires forment un tout. Les agents publics sont mus par des obligations particulièrement fortes d'obéissance, de neutralité, de réserve, et ajoutez à cela qu'un certain nombre d'entre eux sont en relation directe avec les usagers, parfois au travers d'échanges tendus, voire violents. Prenez par exemple les agents de la police municipale potentiellement confrontés au quotidien par des actes plus ou moins violents. L'idée ici, c'est que l'administration doit pouvoir protéger ses agents, en particulier lorsqu'ils courent un risque, directement ou indirectement, lié à leur mission. La protection peut alors prendre des formes extrêmement variées, recherche et rémunération d'un avocat, prise en charge des frais de procédure, engagement de poursuite ou réparation des préjudices. Tous les moyens sont bons pour protéger les agents publics dans le cadre de leur mission. Il est bien ici question de protéger l'agent lorsqu'il subit des préjudices dans le cadre de ses missions et non de défendre l'indéfendable lorsque l'agent est lui-même responsable d'une faute personnelle, c'est-à-dire d'une faute que l'on peut imputer directement à l'agent lui-même qui agit par excès et de son propre chef. La plupart du temps, l'agent peut facilement montrer qu'il est bien victime, mais dans certains cas plus ambigus, la collectivité doit alors décider si elle active ou non la protection fonctionnelle demandée par l'agent. Deuxième droit essentiel à la carrière de tout professionnel, le droit à la formation professionnelle. Ce droit à la formation, renforcé par la loi du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, reconnaît à chaque agent public le droit de se former tout au long de sa vie. Il constitue donc un des principaux outils mis en place pour garantir le principe de mutabilité du service public. Et on sait que les grands enjeux sociaux, comme la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, la transition écologique, la numérisation des procédures ou encore l'irruption de l'intelligence artificielle, nécessitent de faire évoluer le service public et donc de pouvoir compter sur des formations de qualité afin de maintenir ce haut niveau de service. La formation peut concerner à la fois des formations d'intégration, c'est-à-dire de formation juste avant sa titularisation, ou tout au long de la carrière, et peut prendre des formes extrêmement différentes. On peut citer par exemple la validation des acquis de l'expérience, ou VAE, qui permet d'acquérir une reconnaissance équivalente à un diplôme sans avoir à retourner sur les bancs de l'école, en valorisant simplement l'expérience de l'agent. On peut citer l'exemple du compte personnel de formation, ou CPF, qui permet à l'agent de cibler lui-même des formations qui n'entrent pas nécessairement dans les cadres directs de ses fonctions, via un système de compteur d'heures inscrit au sein d'un CPF. Pour le troisième droit, je vais tricher un peu, puisque je vais reprendre un droit qu'on a déjà vu, mais qui me semble ici essentiel, à savoir la liberté d'opinion, et un peu plus globalement la liberté de penser. Je le mets ici simplement pour rappeler que cette liberté d'opinion est bien évidemment une protection plus personnelle de l'agent, mais c'est peut-être avant tout un outil de travail de l'agent public qui, plus que jamais, doit pouvoir réinventer le service public pour faire face aux défis de demain. Et je passe à mon dernier classement des droits, à savoir les droits les plus utiles aux agents publics, aux yeux des agents publics. Et là, c'est très différent. Et on commence par un droit à la rémunération, qui est une contrepartie directe de l'obligation d'effectuer les tâches qui lui sont confiées. Alors oui, rien de bien nouveau sous le soleil, ça fonctionne un peu partout comme ça, enfin j'espère. Néanmoins, il existe quelques petites particularités, en partie pour les fonctionnaires, qui voient leurs revenus séparés en deux parties. D'une part, le régime indiciaire qui découle de manière objective et impersonnelle du statut de l'agent. Chaque agent est positionné sur un grade et un échelon. Globalement, on prend le niveau d'échelon, on le multiplie par un montant fixe, qu'on appelle le point d'indice, et on trouve le traitement. Point assez particulier, historiquement, le traitement n'était pas présenté au départ comme la contrepartie d'un travail, mais constituant une rémunération qui permettait aux fonctionnaires de tenir son rang. Donc, grosso modo, on considérait que c'est le statut du fonctionnaire, son dévouement sans borne au service public, et le devoir d'obéissance du fonctionnaire qui le poussait à travailler pour l'intérêt général, et que bon, par ailleurs, c'est pas mal qu'il ait un peu de sous pour pouvoir vivre et pas paraître trop ridicule aux yeux de la société. Deuxième partie de la rémunération s'y ajoute le régime indemnitaire, qui regroupe un certain nombre de primes d'indemnités censées refléter la situation professionnelle objective du fonctionnaire. Dans la fonction publique territoriale, ce régime indemnitaire est défini au niveau de chaque collectivité, et peuvent constituer une part importante du revenu total des fonctionnaires. Est-ce qu'il fait face à des risques ou à une usure professionnelle particulière? Est-ce qu'il est en position de management, etc., etc. Je vous renvoie vers ma vidéo sur le RICEP si vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet. Dans tous les cas, retenez ceci, il y a bien un droit à la rémunération, mais qui relève, qu'on se le dise, d'un cadre plutôt rigide. En deuxième droit, je retriche, mais c'est important, je mets à nouveau le droit de participation, puisque c'est ce droit à participation qui permet aux agents de faire entendre leur voix auprès de leur employeur, afin de négocier certaines conditions de travail. Troisième droit, relativement banal, mais essentiel dans la vie de tout professionnel, les droits sociaux, rassemblent tout un tas de droits très concrets, comme le droit à avoir des congés payés, une assurance maladie et une mutuelle, une retraite, ou encore d'avoir l'équivalent des comités d'entreprise dans le privé. Et sans plus attendre, on passe directement aux obligations, c'est parti!
Et on commence par les obligations les moins connues, à savoir l'exclusivité, le devoir de réserve et l'obligation de s'extraire de toute situation de conflit d'intérêts. Obligation peu ou mal connue, l'obligation d'exclusivité implique non seulement que l'agent public se dévoue corps et âme à son travail, mais aussi qu'il ne se consacre qu'à cela. Bon, sur le premier aspect, il n'y a pas vraiment de difficulté. Si on paye un agent, on attend de lui qu'il s'engage pleinement sur son poste. Le deuxième aspect est quant à lui un peu plus complexe. Alors on peut se dire qu'en réalité, c'est une manière de protéger l'administration, de s'assurer que l'agent n'entre pas en situation de conflit d'intérêts, qu'il ne divulgue pas d'informations compromettantes ou qu'il ne diminue pas son engagement professionnel en cas de double emploi. Sauf que comme on va le voir, l'agent public est déjà et toujours soumis à ses obligations de discrétion professionnelle ou de pas être en situation de conflit d'intérêts. En plus, vous n'allez pas me dire que vendre quelques glaces sur les plages pendant des congés relève d'enjeux géostratégiques majeurs. Quoique la géostratégie de la glace semble pas être un beau sujet d'étude. Bref, en réalité, il reste à mon sens une justification théorique et une très pratico-pratique. Celle que j'appelle théorique est que l'agent public doit se dévouer corps et âme à son travail, et de manière complètement désintéressée. Il n'y aurait donc aucune raison en soi qu'il aille chercher un travail complémentaire ailleurs. Pour quelle raison d'ailleurs? La rémunération? Non. Côté plus pratique, si on regarde les textes, et sans entrer en contradiction avec tout ce qu'on a pu quand même dire jusque-là, la raison d'être de cette obligation reste historique, puisqu'elle apparaît dans l'entre-deux-guerres en pleine crise économique et de poussée du chômage. Le devoir d'exclusivité était donc en soi une politique publique, l'idée étant que les agents fonctionnaires ayant déjà la garantie de l'emploi, il ne faudrait pas en plus qu'ils prennent des postes dans la sphère privée, venant ainsi accentuer la situation de chômage. A noter que c'est pas si déconnant que ça, avec d'un point de vue purement économique, cette notion de répartition du travail pour faire réduire le chômage est encore largement d'actualité, et c'est même le fondement du passage de l'ensemble des salariés privés et publics aux 35 heures. Deuxième obligation, développée à la fois pour protéger l'administration et l'agent public, le devoir de réserve implique que l'agent n'a pas à juger et à se prononcer sur l'action de ses élus et de son administration, y compris dans sa vie personnelle. Très concrètement, ça veut dire que les agents publics ont une interdiction formelle d'émettre des critiques sur son administration, y compris face à sa famille ou ses amis. C'est pas rien quand même. Alors dans les faits, je vous rassure, en cas de conflit ou de sanction, le juge regardera toujours la situation concrète dans laquelle s'est retrouvé l'agent. Certains agents ayant un devoir de réserve renforcé, c'est le cas des agents qui occupent des postes à responsabilité ou de certaines fonctions particulières dans la police ou dans l'armée, quand d'autres agents ont au contraire un devoir de réserve assoupli, du fait par exemple de leurs mandats syndicaux ou électoraux. Le juge n'aura pas non plus la même sévérité selon que les critiques soient émises en famille le soir le coin du feu ou sur une chaîne télévisée d'envergure nationale. Notez au passage que si ce devoir est davantage mis en avant d'un point de vue formel dans le public, on imagine mal Mel dans le privé, un cadre d'une grande entreprise, passer son temps à critiquer ouvertement les orientations de son entreprise sans qu'il n'y ait aucune conséquence aucune. Il faut aussi voir que le devoir de réserve vise à protéger l'administration, mais aussi l'agent lui-même qui peut faire prévaloir son devoir dans un certain nombre de situations. Troisième devoir que je qualifierais de mal connu, l'agent public a l'obligation de cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. Alors bien sûr, quand je vous l'annonce comme ça, il peut paraître évident que si un agent est en situation de conflit d'intérêts, il doit sortir de cette situation. Soit. Ce qui est un peu plus mal connu et un peu plus surprenant, je trouve, c'est la portée de cette obligation. Il faut voir ici qu'il ne paraît pas si évident que quand quelqu'un postule sur un poste d'une collectivité, en particulier sur des postes à responsabilité, vous devez vous poser sérieusement la question de savoir si cet emploi est compatible avec le travail ou l'engagement associatif de vos conjoints, enfants ou parents. Alors on parle bien ici de conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que dans vos missions, dans les subventions que vous donniez, ou que les avantages que l'administration peut donner à un citoyen ou à un autre, on puisse déceler un lien de causalité entre vos relations familiales ou personnelles et votre travail. En fait, c'est le pendant d'un principe de non-discrimination des usagers. Ici, le risque est de requalifier une subvention que votre service ou vous-même avez octroyée à l'association présidée par votre épouse, et d'y voir un détournement de fonds direct ou indirect. A noter que ce principe peut aller très loin, puisqu'il peut être demandé aux agents occupant les postes de dirigeants territoriaux de déclarer l'ensemble de leur patrimoine en début et en fin de fonction pour vérifier s'il n'y a pas d'enrichissement personnel. La justification, je pense qu'elle est claire, elle est toujours la même, les agents publics ayant une responsabilité dans la gestion des deniers publics, notamment via la commande publique, le juge est allé assez loin pour définir un cadre afin d'éviter qu'ils en abusent. Dans mon top 3 des obligations cinématographiques,
graphique, je mets les obligations de discrétion professionnelle, de secret professionnel, ou encore le devoir d'alerte. On imagine bien ici le fonctionnaire qui est dans le secret des dieux, ayant connaissance de projets classés top secret, portant sur l'avenir du pays. Bon, dans les faits, je me suis peut-être un peu emballé sur le cinématographique, mais vous allez voir, il y a quand même un peu de ça. En général, on considère un peu vite que l'obligation de secret professionnel interdit de diffuser de l'information qui a été qualifiée de secrète et qui a souvent nécessité une habilitation pour y avoir accès. Alors, ce n'est pas faux, et c'est une partie de ce principe de secret professionnel. Mais dans la majorité des cas, et dans la fonction publique territoriale en particulier, cette obligation vise avant tout à protéger les personnels privés, c'est-à-dire principalement les usagers, auxquels sont confrontés de nouveaux agents. En fait, on se rapproche davantage du devoir de secret professionnel des médecins ou des avocats qui n'auraient pas le droit de divulguer des informations sur leurs patients ou leurs clients. Et en réalité, au quotidien, bien plus que le devoir de secret professionnel, c'est surtout le devoir de discrétion qui occupe principalement les agents publics, puisqu'ils ont par définition accès à un certain nombre d'informations sur les politiques publiques à venir, eh bien, puisque c'est eux qui les construisent et les mettent en œuvre pour le compte de leurs élus. Mais parce que les choses ne sont jamais aussi simples, c'est justement aussi parce qu'on parle d'action publique que ce devoir de discrétion est contrebalancé par une obligation de transparence, les obligeant à transmettre un certain nombre d'informations à la demande d'usagers ou sur injonction de la commission d'accès aux documents administratifs, la fameuse CADA. Et là, véritable retournement, plot twist à la française, alors qu'on parlait d'agents publics réputés discrets ou gardant certains lourds secrets, on découvre que non seulement ils ont un devoir de transparence et d'information envers la société, mais qu'en plus ils peuvent se muter en véritables super-héros des temps modernes, et tels des Edward Snowden ou des Chelsea Manning, les agents publics peuvent, et même doivent dénoncer les cas de crimes ou de délits dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leur fonction, en vertu notamment de l'article 40 du Code de procédure pénale. C'est-il pas beau ? Et parce que j'aime les vidéos qui ont du rythme, je vous propose de passer au top 3 des obligations les plus banales, que je vais un peu moins détailler. En position numéro 1, je vais mettre l'obligation pour l'agent public d'effectuer des tâches qui lui sont confiées. Et oui, ça paraît bien normal, on est d'accord, mais il paraît qu'on se sent mieux en le lisant. En tout cas, il mérite bien sa première place. En deuxième place, je mets le devoir d'obéissance. C'est un petit peu provocateur de ma part, mais simplement pour mettre en avant le fait qu'on insiste énormément sur le devoir d'obéissance des agents publics, qui est bien réel, je vous le rassure, mais qu'il est à peu près tout autant que dans le privé. Et dans le public, il existe d'ailleurs deux grandes situations dans lesquelles l'agent public peut explicitement ne pas se soumettre à un ordre. D'une part, en cas d'ordre manifestement illégal et contraire à l'intérêt général. Et il faut bien que ces deux critères soient cumulatifs. D'autre part, lorsque l'ordre peut porter atteinte à son intégrité physique, il pourra dans un tel cas user de son droit de retrait. Il y a quelques exemples de jurisprudence assez éloquente, avec par exemple un agent qui était dans son droit de refuser de monter sur le toit de la mairie sans équipement pour retirer un drapeau en période de forte tempête. En réalité, ce qui donne cette impression d'omniprésence du devoir d'obéissance, c'est tout d'abord l'organisation, qui reste encore très hiérarchique dans le public, mais aussi le fait que quand on regarde les textes, l'ensemble des droits et obligations des fonctionnaires semble dépendre sans arrêt de ce devoir d'obéissance. On l'a déjà vu, pensez par exemple au devoir de réserve ou au droit syndical reconnu bien tardivement. Enfin, le devoir de neutralité a fini par prendre la troisième place de ce classement des droits et obligations assez banal, même si ce n'a pas toujours été le cas. Pour rappel, la laïcité, selon la loi de 1905, est avant tout une liberté qu'a chacun de croire ou de ne pas croire. Chaque usager est donc libre de pratiquer sa religion et de porter les habits religieux, y compris lorsqu'il est usager d'un service public. La spécificité assez française de cette loi de 1905 est de considérer que ce devoir de neutralité est un corollaire de cette liberté, de cette laïcité. Autrement dit, si l'usager fait à peu près ce qu'il veut, les agents publics, eux, doivent être parfaitement neutres, pour ne pas laisser penser que l'administration puisse privilégier ou discriminer tel ou tel usager. Mais cette petite spécificité française est maintenant bien ancienne, et les très nombreuses jurisprudences sur le sujet ont fini par résoudre les dernières questions de mise en pratique concrète de ce devoir de neutralité, jusqu'à en faire une obligation assez banale pour l'ensemble des agents publics. Je ne dis donc pas qu'il ne peut pas y avoir de débat sur le sujet, mais simplement que la règle est maintenant clairement définie, ce qui permet aux équipes RH et juridiques de s'arracher un peu moins les cheveux qu'avant. Et je termine avec les obligations les plus nobles, à savoir la dignité, l'impartialité, l'intégrité et la probité, ce que j'appelle parfois les DIP. Si ces quatre grands principes, ces DIP, sont bien évidemment sous-entendus dans de très nombreux textes, ils ont été rappelés avec force
par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, et désormais inscrite au Code général de la fonction publique. A noter que ce rappel intervient dans un contexte particulier de multiplication des lois de déontologie, plus spécifiquement dédiées aux élus. Et on peut penser que si cette loi de 2016 est venue réaccentuer ces principes, ce n'est peut-être pas tant pour créer des devoirs qui lui existent bien depuis belle lurette, mais plutôt pour mettre en perspective les devoirs de moralité et de déontologie des élus avec celle des agents publics. Et d'ailleurs, qu'on se le dise, une bonne fois pour toutes, on a bien 4 termes, dignité, impartialité, intégrité et probité, mais en réalité c'est bien au même sujet de moralité et de déontologie qu'il s'agit. En général, le juge ne cherche même pas à distinguer ces termes, et préfère dès qu'il en a la possibilité de citer les 4 ensemble, plutôt que de se prendre la tête à définir ce qui relève, dans le cas d'espèce, d'un principe plutôt qu'un autre. Mais parce que je suis joueur, je vais essayer une rapide définition quand même. L'agent est digne lorsqu'il tient son rang, et qu'il ne fait pas honte à l'institution. En fait, c'est la respectabilité de l'administration qui est ici en jeu. L'impartialité est directement liée au principe de non-discrimination des usagers devant le service public, et l'agent, garant de ce principe, doit lui-même s'y tenir. Il ne doit pas privilégier un usager plutôt qu'un autre, ou ses intérêts personnels. L'intégrité et la probité sont plus difficiles à distinguer. Vous pouvez retenir que la probité signifie que l'agent ne doit tirer aucun profit personnel de ses fonctions et qu'il ne doit jamais s'avantager, dans la continuité du principe d'impartialité. L'intégrité, quant à lui, souligne plutôt le côté complètement désintéressé du fonctionnaire. On a grosso modo fait le tour des principaux droits et obligations des agents publics. Mais comme je vous l'ai promis, je vous propose 2 petites phrases mnémotechniques pour essayer de retenir ces principes. Pour les droits, je vous propose la phrase suivante, tirée d'une toute nouvelle tragédie grecque ancienne que je viens tout juste de terminer. Ô part Syndic grève, que Rémus forme en toi l'information utile et te protège. Bon, vous aurez reconnu évidemment les principaux droits et libertés du fonctionnaire, à savoir liberté d'opinion, de participation, liberté syndicale, droit de grève, droits sociaux, droit à la formation professionnelle, à l'information et à la protection fonctionnelle. Ô par syndic grève, que Rémus forme en toi l'information utile et te protège, ça vaut ce que ça vaut, pour le moment j'ai rien trouvé d'autre. Et tout de suite, une deuxième phrase de cette nouvelle tragédie qui colle, grande surprise, aux obligations des agents publics. Apprends que la neutralité de ton travail exclut le conflit et l'indiscrétion et obéit sous réserve de DIP. Si on décompose, on retrouve évidemment les principes suivants: obligation d'effectuer le travail confié, principe d'exclusivité, interdiction d'être en situation de conflit d'intérêts, discrétion professionnelle et secret professionnel, devoir de réserve, et EDIP peut ici faire référence aux 4 principes déontologiques que j'abrège en DIP, DIIP, pour dignité, impartialité, intégrité et probité. Apprends que la neutralité de ton travail exclut le conflit et l'indiscrétion, et obéit sous réserve de DIP. Bon, eh bien j'espère que ces quelques explications et ces 2 petites astuces pourront vous être utiles, mais peut-être avez-vous développé vos propres astuces pour retenir facilement ces droits et obligations des agents publics. N'hésitez pas à me donner vos astuces, avis et questions en commentaire, et à liker et partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à certains de vos amis ou collègues. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Rideau.